Well, thank you very much, Minister, for this very powerful speech. I'm delighted to be here and with you, and I welcome you at Brookings. Thank you, Fiona, for your nice introduction. Thanks to Michael Hanlon for being here, one of our best defense experts here at Brookings and the Director of Research for the Foreign Policy Program. Minister, I read your book just before you arrived, and I recommend it to the audience. And there's one point in particular which attracted my interest, is one sentence: there is no internal enemy. If the fighter in Syria or in Iraq is in Syria or in Iraq, he is an enemy. If he's a terrorist on national territory, he is a criminal. Before asking Mike to take over for his comments, I just wanted to remind everybody that the French military is quite involved in protecting French citizens domestically, which is somewhat new and somewhat unusual for the military. But let me turn to you, Mike, and perhaps ask you some comments about the minister's speech and how you see perhaps transatlantic relations in the sector of counterterrorism in particular. Well, thank you, Philippe, and good afternoon, everyone. And Mr. Minister, it's an honor to be with you. I'd like to begin my brief remarks by thanking our brothers and sisters in France for the alliance that's now 240 years old. You had a very tough Independence Day last week. We had a very good and happier, luckily, Independence Day 10 days prior, and it's the 240th anniversary of the United States, which exists largely because of France, and which continues to protect itself and its citizens and its allies working with France. So I just wanted to say thank you, and also I know that all of our hearts are with you in these difficult times for all of us, but especially in France in recent days. Secondly, I wanted to just underscore my appreciation for the specifics of what you said in your speech about what we're doing today, together, on the battlefield, in intelligence cooperation, and in so many other ways. And just to very quickly highlight two main aspects. The main aspects are simply this: in many places, we're working together, hand in glove, in Iraq and Syria, for example, in Afghanistan through about 2012. But the second key point is that in many places, France is doing things that are much different and complementary to what the United States is doing, for which we benefit enormously. And Mali, of course, is the case study here. It's the most prominent recent example. But of course, France also has very important relationships throughout much of the Middle East and North Africa. And the Tunisian model, and obviously Tunisia and France have a lot of history going back, the Tunisian model in some ways represents still the best last hope for the Arab Spring. And I want to wish our, again, brothers and sisters in France and Tunisia well, and commend the French for their role there. So in many places in this broader struggle against extremism, France is doing things that are leading the way. In other cases, they're doing things that are complementary to us or in conjunction with what we're doing. And it really varies across the entire broader Middle East region. I think that point is worth underscoring, that France is an independent actor and also very often a very good guide or advisor to our action, and the debate we have internally is often very healthy. As you pointed out in your speech, on Iraq policy, we disagreed, and many Americans would now look back and say that France was right. But regardless of who was right, we didn't dwell on the disagreement. We focused on the path forward. So that's the other point to underscore. And then finally, and I'll stop here, I still do have some questions and concerns about the state of overall Western policy in this broader struggle against violent extremism, against Takfiri extremism, if you want to call it Islamic extremism, call it what you will, depending on which convention you're following or which party you're a member of. I think we all know what we're talking about. And the point is that we're doing relatively well in some places. We have a long ways to go in others. And the two specific countries in the broader Middle East where I'm still most concerned about overall Western strategy are Syria and Libya. I'm not yet persuaded
that we are on the right track in either place. And so maybe I'll just leave it at that for now, hoping we'll come back to these issues. This is not a critique of French policy in the first instance. This is more a questioning, really, of American policy, especially in regard to Syria, where I think we are more clearly in the lead. Maybe our European friends are more clearly in the lead in Libya. But on both these countries, I think we have to ask if we've settled yet on the right strategy and if we need to have a little more fundamental debate about first principles. But in general, I just want to say it's an honor to be on the stage with the French Minister of Defense and appreciate very much what France is doing to help our security as well as its own. Minister, perhaps you could answer to that. And I'd like to know also on this Washington summit that you've been taking part in today and which is carrying on tomorrow. Do you expect an international coalition to produce results? And do you expect the United States in particular to, you alluded to this in your speech, but to provide some help to the current wave of terrorism that is taking place in Europe? J'ai dit, pour répondre à votre question, je reviendrai sur vos propos. J'ai dit tout à l'heure, je le dis avec encore plus de force maintenant, les raisons pour lesquelles il fallait impérativement s'attaquer au cœur de Daesh, c'est-à-dire à l'emprise territoriale de Daesh. Parce que l'emprise territoriale de Daesh, ce n'est pas la volonté de créer un califat territorial, c'est cela, vraiment, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi un lieu où on organise des actions terroristes dans le monde entier. En France, on a subi beaucoup, les États-Unis aussi, d'autres, la Russie, la Tunisie, l'Indonésie, l'Égypte, on peut en faire la déclinaison, j'en oublie. Et c'est à partir de ce nœud-là que s'organisent ces actions. Et puis, troisièmement, il y a ce que j'appelais tout à l'heure l'incubateur, c'est-à-dire ce creuset qui permet de répandre sous une forme de contamination une idéologie de l'acte individuel que l'on a constaté dramatiquement à Nice, que vous avez constaté à Orlando, et qui donne à certains déséquilibrés une forme de destin validée ensuite par Daesh. C'est tout cela. Et donc, pour enrayer tout cela, il y a des mesures nationales qu'il faut prendre, mais il faut d'abord taper le centre, même si ça ne suffira pas, mais ça passe obligatoirement par là. Depuis la mise en œuvre de la coalition, elle existe. Elle a été installée après le sommet de Newport. Elle a porté des résultats, puisque j'en ai fait tout à l'heure une forme d'énumération. Daesh a perdu beaucoup de terrain. Et à partir du moment où Daesh perd du terrain, son image, sa force d'attractivité, pour certains esprits, s'affaiblit inévitablement, puisque en voie de perdre, elle n'est pas toujours gagnante. Et que, par ailleurs, Daesh, grâce à l'action de la coalition, a vu ses revenus, ses ressources considérablement diminuer, considérablement. À partir du moment où la coalition a été bien organisée, à la fois en soutien à la formation et à l'action des forces irakiennes et des forces kurdes, et à la fois aussi en action d'intervention sur des centres de commandement, sur des lieux de ressources financières comme le pétrole, sur des aspects logistiques, sur des voies, sur des routes. Tout cela a désorganisé. Et donc, cette étape-là a été bien franchie. Reste maintenant, et c'est l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, qui se poursuivra demain. Aujourd'hui, c'était les ministres de la Défense. Demain, ce seront les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, mais c'est une coalition de plus de 30 participations. Reste maintenant à passer l'étape décisive. Ça va prendre encore un certain temps, mais on est dans une nouvelle configuration qui a pour objectif Mossoul, Raqqa.
les centres de décision, les centres logistiques, les lieux majeurs de l'action de Daesh. Sur ces 3 tableaux, son califat terrestre, califat virtuel, et ces actions individuelles qu'ils encouragent par tous les moyens. Et nous sommes en train d'élaborer notre feuille de route pour cette action et cette période décisive. Il en va de notre sécurité globale, pas uniquement de la sécurité des pays de la région. Je pense que les orientations qui sont en discussion vont dans le bon sens. Donc je voulais le préciser. Vous m'avez interrogé sur 2 ou 3 autres aspects. Sur la Libye, qui est un enjeu aussi très important, puisque Daesh est en Libye, essentiellement autour de Sirte, mais pas uniquement, avec certains venus du Levant, mais ce ne sont pas, ils sont loin d'être la majorité, avec certains franchisés locaux, c'est vrai, plus d'autres combattants étrangers qui sont venus directement en Libye, avec un État qui ne se trouve pas disloqué. Il faut être extrêmement vigilant pour faire en sorte que les actions que nous allons entreprendre dans l'avenir soient globalement concomitantes. Je dis concomitantes en Syrie et en Irak, c'est-à-dire au Raqqa et Mossoul, mais aussi concomitantes avec une action vigilante et significative en Libye, où il y a là un gouvernement, celui de M. Sarraj, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument assurer la capacité. Elle est encore en pointillé. Et la capacité principale sera d'unifier d'une manière suffisamment significative à la fois les groupes liés à l'armée nationale libyenne et les groupes de milices diverses qui viennent de Tripolitaine. Unifier tout cela autour d'une personnalité, d'un gouvernement d'union nationale qui est reconnu par tous, qui a été validé à l'unanimité du Conseil de sécurité. Est-ce que cet ensemble-là éradique Daesh en Libye? De la Libye, vous qui en parliez? Oui, je crois. C'est quand même un territoire particulier, parce qu'au-delà même de Daesh, c'est le lieu de tous les trafics. C'est le lieu des trafics d'armes, c'est le lieu des trafics de drogue, c'est le lieu des trafics d'êtres humains, c'est le lieu de trafic de migrants. Et si cet ensemble-là, par malheur, devait être contrôlé par des groupes liés à Daesh, alors il faudrait s'inquiéter beaucoup, encore plus pour notre propre sécurité. Donc nous agissons dans cette direction. Je dis nous, nous avec les moyens de pression dont nous pouvons disposer, et l'action qui va être menée par la force navale qui s'appelle Sophia, visant à contrôler les flux, et singulièrement les flux d'armes au large de la Libye, menée par l'Union européenne, mais en s'appuyant sur une résolution du Conseil de sécurité, va être tout à fait essentielle. Vous m'aviez parlé de l'ennemi intérieur. Dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit qu'il n'y avait pas... Il y a un ennemi extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des criminels. Que ce n'est pas l'ennemi de l'intérieur, dans la mesure où l'ennemi de l'intérieur, il aurait à ce moment-là pour vocation de prendre le pouvoir. Il n'a pas vocation il a vocation de déstabiliser les sociétés. Et donc, c'est pour ça que j'ai distingué les deux choses. Et ceux qui agissent comme cela sur le territoire français, ce sont des criminels. Il faut les traiter comme tels. Et vous m'avez aussi fait une référence à la présence de nos forces armées sur le territoire national. C'est vrai que c'est une nouveauté, ce n'est jamais arrivé, d'avoir comme en ce moment même 10 000 soldats assurant une présence sur le territoire national, dans les rues, sur des lieux sensibles, sur des lieux de flux, gares, aéroports, sur des lieux de rassemblement, en particulier pendant
la période d'été pour les grandes manifestations festivalières, manifestations sportives ou culturelles, et puis sur les frontières. Mais c'est dans la mission de nos forces armées, depuis tout le temps. Vous savez, en France, il y a ce que l'on appelle le livre blanc qui prévoit très régulièrement, à des dates d'ailleurs variables, les grandes orientations que le pays estime devoir afficher pour sa propre sécurité et sa propre défense. Cet exercice a commencé en 1972. Et depuis cette date, il y a eu plusieurs livres blancs, 5 ou 6, je ne sais plus, je crois qu'on est rendu au 6e. Chacun des livres blancs insistait sur la nécessité pour nos armées d'assurer la protection de notre territoire. D'ailleurs, c'est normalement la vocation d'une armée. Il y a pu y avoir des interrogations, des interprétations à partir du moment où il n'y a plus eu le service militaire obligatoire. Parce qu'à l'époque, on appelait ça en France la sécurité opérationnelle du territoire, la défense opérationnelle du territoire. Parce qu'il y avait des mobilisations des appelés sur ce type de mission en particulier. Parfois, ils pouvaient d'ailleurs se demander à quoi ça servait, mais c'était inscrit, et c'est toujours inscrit. Et dans le livre blanc et la loi de programmation de 2008, donc c'est pas sous la présidence de François Hollande, mais sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le texte de 2008 indique la nécessité pour nos armées d'assurer la protection intérieure. Et dans le livre blanc que j'ai contribué assez largement à écrire et la loi de programmation militaire de 2013, cette exigence déjà dans le livre blanc de 2008 s'est traduite par des engagements en termes de chiffres. Donc le président de la République a la capacité, lorsqu'il y a une période de crise, comme c'est le cas en ce moment, de mobiliser sur le territoire national ce nombre de soldats pour assurer la sécurité. Donc c'est une longue histoire, sauf qu'elle ne s'est pas mise dans cette forme importante aussi, de manière aussi significative qu'aujourd'hui. Je crois avoir en partie répondu à vos interrogations. Thank you very much. Michael, I was wondering how you felt about the transatlantic cooperation at this very moment, especially when it comes to counterterrorism and the emergence of the new actors that the minister is talking about in his book, and the fact that, you know, there are lone wolves as well as organized camps or attacks as we've seen in Europe. Do you feel services are cooperating enough, perhaps at the European level as well as a transatlantic level? Excellent question, Philippe. It's always easy in difficult times to say we're not doing well, and obviously there's a lot of room for improvement. But I'm still struck at how well we are cooperating in many domains. Let me begin, if I could, on the Russia issue and the Warsaw Summit, because the minister, of course, spoke about that as well. And even though Americans are often frustrated that most NATO allies, unlike France, do not meet their goals for burden sharing of spending 2% of their gross domestic product on their armed forces, most European countries don't come anywhere close to that standard. France does. But despite the fact that we're frustrated by burden sharing, we made some important decisions together as an alliance to sustain, I think, more or less just the right amount of military capability in the Eastern NATO member states, which I saw personally, we can have plenty of disagreements about this, of course, but I saw personally as just about the right response, clarifying if there were any doubt that NATO views an attack on one as an attack on all, that the Eastern member states are just as important as anyone else, even those of us who were dubious about NATO expansion, including myself, at this point, would generally say that. There can't be any appearance of daylight between us. And the Warsaw Summit, largely because of French leadership, accomplished the goals that I think it needed to. That was crucial. Also, the European Union, with or without Britain, has been sustaining economic sanctions on Russia, which I consider the other key pillar of our broader strategy for dealing with the Central European crisis of today. And Europe is a lot more vulnerable on this front, of course, as you well know, Philippe, than we are, a lot more trade with Russia. And the fact that Europe has held together
and in my opinion will continue to hold together even in the event of Brexit, even in the reality of Brexit, on this issue is crucial. So I think the deterrence of Russia has been actually, despite all the problems, the lack of burden sharing, the difficulties of how to handle the situation, we've been together as an alliance, and it's been very, very important. On the intelligence sharing, and I'll finish on this point, there's obviously a long ways to go. Our colleague Bruce Riedel has just offered a suggestion to France specifically, that it create something like a National Counterterrorism Center, not unlike what we created here after 9/11, which our good friend Nick Rasmussen runs today, and which assembles a lot of the relevant information on terror watch lists, make sure this information is collected in real time and shared at the right level. But it wasn't just the creation of that, it was the way in which New York City and other cities then worked to cooperate through the Joint Terrorism Task Forces, the FBI, many other things, some of which we're working on at a project at Brookings with J.P. Morgan Chase that I have the pleasure of co-directing with General Ray Odierno. There have been a lot of things we've done, but there have been a lot of things France has done. And I think France probably has a ways to go in improving its domestic coordination, but they're good. And I remember back in the 1980s and 1990s, a lot of colleagues here were studying France for how to deal better with this terrorist threat, because we started to see Al-Qaeda rising in the mid-1990s, and France in many ways showed us the way on how to deal in real time with the kinds of threats to national territory that we have, of course, experienced since then. So yes, there's a long ways to go, but again, I would say that France is one of the leaders in this area, along with the United States at this point. We need more countries like France and Britain and the United States. A number of continental European countries need to up their game, and France may need to consider a couple additional reforms like this concept of a National Counterterrorism Center. But overall, I'm fairly impressed. I'm fairly impressed, even in these dark days, how well we're holding together as a Western alliance. Minister, I'd like to ask you a question about Nice, because it happened out of a sudden really last week on July 14th. And the first part of my question would be, how do you reassure the French public after such traumatic attacks, 3 of them in less than a year? And secondly, on the military, how do you deal with a military force that is obviously a little bit overstretched with not only the external operations, but also the domestic ones, and that is basically, in many cases, doing the job of the police? And I'm sure the police is also overstretched, but this is obviously a big problem for a country of a certain size, but it's not unlimited, especially with no military service, as you mentioned in your talk. So I'd like to hear your views about this, since you obviously were on the spot with the Minister of Interior, your colleague, and it's obviously been a big shock to a lot of us, including here in this country. Sur les premières considérations concernant la relation transatlantique, je pense qu'elle est empreinte d'une très grande confiance. Je parle pour ma responsabilité. Confiance entre les ministres, mais confiance qui s'est vraiment répandue à tous les niveaux de la décision, comme je crois ça n'a jamais été depuis très longtemps. Et le fait que, je l'ai dit dans mon propos, que Ashton Carter ait décidé d'arrêter des instructions spéciales concernant le renseignement, et que, évidemment, nous avons fait ça en réciprocité, a conduit à une méthode de confiance vraiment absolue dans beaucoup de domaines. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas. Alors c'est vrai que c'est à la suite de Daesh, à la suite du terrorisme, que tout ça s'est mis en œuvre. Mais je souhaite que vraiment ça se poursuive. Et y compris militaires que je peux voir en opération le constatent dans différents lieux où se fait l'information, le renseignement et la décision. Sur Varsovie,
Le point, d'abord, je vais être plus modeste que vous. Je vais en même temps argumenter pour moi. Nous ne sommes pas à 2% la France, du PIB pour l'effort de défense tel qu'il a été demandé au sommet de l'OTAN de Newport au pays de Galles. Nous sommes à 1,8. C'est pas mal. Mais nous voulons aller vers les 2%. D'autres sont beaucoup moins, vous avez raison. Ce qui était le plus important à Varsovie, c'est d'abord l'unité. Faire en sorte que le socle commun de l'OTAN s'affirme, et ça a été le cas. Il pouvait y avoir des distorsions. Et je pense que nous avons su prendre les bonnes mesures pour assurer, faire en sorte qu'il y ait une vraie réassurance des pays de l'Est par rapport à l'inquiétude face à une agressivité russe, mais que cette réassurance, cette solidarité qui s'est manifestée avec force, n'entraînait pas obligatoirement la rupture du dialogue. Et avec la Russie, il faut à la fois être ferme, ce que nous avons été, mais garder les voies possibles du dialogue. Et puis, il a été pris en compte d'autres risques, d'autres menaces, que sont d'abord les menaces du Sud. On en parle beaucoup en ce moment-là, dans cette rencontre, mais aussi la nécessité d'assurer ensemble les enjeux de la cyberdéfense, les enjeux maritimes, les menaces hybrides, et faire en sorte que ces concepts-là, qui n'existaient pas encore que quelques années, soient pris en compte par l'Alliance, mais fassent aussi l'objet de partage, de complémentarité avec l'Union européenne. Et donc, dans tout cela, je trouve que ce sommet a été utile et il a permis de réaffirmer notre unité. Sur la réassurance des Français, c'est vrai que le pays est traumatisé. Et c'est vrai que c'était ce qui était recherché c'est ce qui est recherché par Daesh. Créer la peur, empêcher le mode de vie, créer de la division. Et il faut que les élus, le pouvoir politique, permettent le dépassement de cette situation. Alors, ça ne se fait pas en une journée. Le fait que vous citiez l'armée, le fait que les forces armées soient visibles, présentes, contribue à rassurer. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on est dans une situation où un individu écervelé et d'une pulsion mortifère peut, parce qu'il y a ce discours idéologique répandu, diffusé par Daesh, poser des actes invraisemblables. Quelques jours après, en Allemagne, je pense que vous avez vu cela, un autre individu a essayé d'agresser des personnes dans un train. Il a été abattu. Mais cette période-là va durer encore. Et elle ne s'éteindra que s'il y a à la fois l'éradication territoriale, mais aussi une action idéologique forte menée par la coalition. C'est un sujet que nous avons évoqué tout à l'heure, pour combattre ce radicalisme et faire émerger, avec tous ceux qui le veulent bien, un islam humaniste qui existe, qui est la pratique la plus générale dans les victimes des attentats, il y a des musulmans. Donc c'est un radicalisme sectaire qu'il faut combattre, et notre pays, mais pas que le nôtre. On a encore pour un certain temps. Donc il faut rassurer, créer de la détermination, montrer qu'on ne cédera pas, garantir l'unité. C'est un lourd travail, mais il faut vraiment s'y astreindre. Il sera plus facile lorsque les éléments territoriaux seront tombés. Alors sur la question que vous posiez concernant l'ampleur des forces armées, oui, la France a une défense forte. Nous intervenons
aujourd'hui au Sahel, nous intervenons dans la coalition au Levant, nous sommes aussi présents au Liban, puis nous avons des forces de présence dans différents lieux dans le monde, nous assurons notre rôle de grand pays. Dans la coalition pour certaines actions contre Daesh et contre le terrorisme, dans d'autres considérations dans le cadre de l'opération Barkhane, mais avec le soutien d'autres, des Américains en particulier, et puis sur le territoire national. Alors ça veut dire qu'il a fallu prendre des décisions de renforcer le budget de la défense français et de faire en sorte qu'on recrute davantage, en particulier de militaires de l'armée de terre qui ont la plus grande part des opérations de sécurisation du territoire national. C'est en cours, même si aujourd'hui le poids de la présence pour ces militaires est une présence longue depuis plus d'un an et dure. Les recrutements et la formation étant en cours, cette situation devrait s'améliorer dans les semaines qui viennent. Mais c'est aussi l'affirmation de la nation, toute l'ampleur de ses responsabilités, qui est d'abord d'assurer la sécurité. Cette question-là, elle se pose pour nous, mais se pose aussi pour nos voisins. Absolutely. Since we're at Brookings, we tend to offer the audience to ask a few questions. I would ask that you ask real questions, not make a speech, because we just had a speech by the minister. So I will take 3 questions and ask that you identify yourselves, and the minister will answer. The lady first, please, here. Thank you very much. I'm Barbara Slavin from the Atlantic Council. No one has mentioned Turkey. How do the developments in Turkey affect your ability to fight ISIS in Iraq and Syria? And also, if I may, there's a recent report that 3 French military personnel have died in Libya, where they were assisting General Hifter. And I thought you said that you supported a unity government for Libya, and General Hifter, as you know, has not been willing to sign on to this agreement. So I wonder how you explain French support for General Hifter. Thank you. Gentleman over there. Yes. Yeah. One after the other. You first, and then your neighbor next. That's easier. Okay, thanks. Jean-François Boitin. Should I ask my question in French or English? English. Okay. I was also going to ask about Turkey, but my second question was, Mr. Minister, which probability do you see of what you call virtual Daesh to subside, even if Mosul and Raqqa fall, and the risk of having this cyber Daesh inspiring acts of violence and terrorism over France or the rest of Europe over the next how many years? Hi, John Hudson with Foreign Policy Magazine. I basically had the same question as Barbara, but just wanted to add that a question that if you could describe what the special forces were doing in Libya and what part of the country they were operating in. Thanks. Je vous laisse répondre aux 3 questions. Un ministre de la Défense ne commentera jamais des actions de renseignement, où qu'elles soient. Même si, malheureusement, certains acteurs ont payé leur action de leur vie. Nous avons une institution qui existe, c'est la délégation parlementaire au renseignement, et c'est le seul lieu où, sur des actions de renseignement, n'importe où dans le monde, je peux être amené à répondre, et les parlementaires qui en sont membres sont liés au secret. Donc, même pour Brooklyn, pour vous, c'est pas possible. Par contre, sur la question sur la Libye, je crois que j'ai été très clair tout de suite. Il me semble. Mais je veux bien répéter. Nous soutenons le gouvernement d'union nationale de M. Sarraj. Et nous pensons que la Libye
doit unir ses forces dans une coordination de l'ensemble de ses acteurs, quels qu'ils soient. Voilà. C'est la position de la France depuis tout le temps. Sur la Turquie, la Turquie a été victime de Daesh. Elle a subi des attentats de Daesh. Elle fait donc partie de ces pays que Daesh menace et veut déstabiliser. Deuxièmement, elle est essentielle sur la sécurisation de la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'opération de Manbij, en cours, si elle se poursuit bien, ce qui est vraisemblable, devrait amener à un renforcement de la sécurisation de cette frontière, à condition qu'il y ait de la part de la Turquie la volonté vraiment de mettre en œuvre cette imperméabilité. Je le souhaite. On a besoin de la Turquie pour faire ça en particulier. Et c'est de l'intérêt de la Turquie aussi, puisqu'elle est elle-même menacée. Alors, je ne sais pas quelle était la question réellement, c'était des considérations sur la Turquie, mais est-ce qu'après ce qui vient de se passer, la Turquie sera toujours en situation? Je l'espère. Mais comme pour nous, le combat majeur, c'est de lutter contre Daesh, on a besoin de ce partenaire-là, où dans les conditions que je viens d'évoquer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Turquie. Alors, la dernière question, c'est le Daesh virtuel. C'est un combat qui sera long, c'est plus qui me l'a posé. À partir du moment où les émetteurs s'éteindront, ce sera un combat plus facile. C'est un combat qui sera long parce qu'il peut éventuellement être repris par d'éventuels successeurs qui n'auront peut-être pas la même force, mais qui pourront reproduire des phénomènes du même type. Et donc, il faut s'attaquer vraiment au discours mortifère, sectaire, radical de Daesh, qui séduit les esprits faibles et qui, si il n'est pas inversé, peut entraîner demain, après-demain, d'autres drames. Moi, j'ai eu plaisir à constater ce matin que la coalition décide d'y travailler ensemble, pour combattre les actions menées par Daesh, par le califat virtuel sur les réseaux sociaux en particulier. Il faut qu'on rediffuse des messages, qu'on remobilise de cette manière. C'était essentiel. Ça prendra un peu de temps. Quand on aura d'abord éradiqué la plateforme de départ, ça aidera, mais ça ne suffira pas. Mark, did you want to come in? I'll just be very brief in saying, and I think this is consistent with much of the thrust of what the minister said, that for me the importance of the U.S.-Turkey and NATO-Turkey relationships, or the rest of NATO with Turkey, in regard to Syria, is less about Incirlik, even though that's been played up a lot in the American press, and it's more about this cooperation along the border, because the Incirlik base is convenient, but it's not essential. We can figure out workarounds if we need to. They're not convenient, they're not cheap, but they exist. By contrast, any kind of a meaningful cooperation along the border today, and then in the future, if and when any of these safe haven concepts that General Petraeus, that Secretary Clinton, that others have discussed, if these begin to blossom, we're going to need to reinforce them and also provide relief within them in a way that will require cross-border movement on the ground, and that requires Turkey. So for that reason, and also for diplomatic reasons, if we get to a place where we can actually negotiate some kind of a settlement, I think we're going to need Turkey. I don't believe we're on that path right now, by the way. I think the United States-led policy of trying to negotiate a strong unity government to replace President Assad is not promising.
I'm much more interested in a confederation or Bosnia model concept, but be that as it may, when we get to a negotiation that has some promise, we're going to need Turkey in that as well. And if we get to a peacekeeping force, which I believe any peace deal in Syria would ultimately require, we're going to need Turkey's cooperation for that too. So Turkey is important more on the ground than it is for Incirlik, in my judgment. On a le temps pour deux autres questions, Monsieur le Ministre? Oui, pas plus. Parce Okay. que, Two questions very quickly. The gentleman here. Yes. Ah, pardon, excusez-moi. Hervé Plusquelec, ancien de la Banque mondiale, et Monsieur le Ministre, originaire de l'Armor-Plage. donc on est trois. Hein. Lui est originaire de Lorient, Ah, moi aussi, et vous aussi. Donc voilà. écoutez, vous avez dit à très juste titre que les criminels étaient des déséquilibrés, hein. Pas uniquement. Pas uniquement, oui. Et malheureusement, la plupart d'entre eux n'en sont pas à leur premier coup. Hein, un certain nombre, dans les 18 derniers mois, avaient déjà un casier judiciaire assez important. Alors, ma question est une question domestique, au sens anglais du terme. C'est de savoir si on ne pourrait pas avoir une politique plus sévère, non pas vis-à-vis vis-à-vis des gens qui ont des cartes de séjour, et éventuellement de les expulser. Ou est-ce que cette politique serait contraire à l'esprit d'unité dont vous avez également parlé? La réponse est simple. D'abord, une petite mise au point. J'ai bien distingué deux types d'actions terroristes qui touchent les territoires de nos pays. Ceux qui sont organisés avec une planification, avec des moyens, et qui sont organisés à partir de Raqqa ou de Mossoul. Cela, la France les a subis, d'autres pays aussi. C'était en particulier le cas en janvier et en novembre 2015. Ces mouvements-là, pour les combattre, par le renseignement, par coopération que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, mais aussi les combattre par la destruction du pôle central. Puis l'autre sujet qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qui s'est passé à Nice, où un personnage absolument inconnu de tous les services commet des actes après une radicalisation, entre guillemets, extrêmement rapide, sans que d'ailleurs il y ait de lien pour l'instant prouvé, démontré entre Daesh et lui, sauf que Daesh revendique. Ah bah oui, mais enfin, écoutez, si pas rentrer dans ce débat-là, mais le délit qu'il avait commis ne pouvait pas a priori indiquer qu'il y avait une radicalisation à venir. Non, même si ces délits étaient réels, mais à son histoire. Mais ma préoccupation la plus grande est celle de cette diffusion de risques de ce type, imprévisibles. Donc il faut combattre à la source. Si vous ne combattez pas à la source, ça n'ira pas. Sur l'action, par contre, de groupes organisés, depuis les événements, il y a eu des dispositifs législatifs qui ont été pris en France sur la loi sur le renseignement et la loi antiterroriste qui permettent d'agir, je crois, avec une grande efficacité désormais. Même si peut-être qu'il y avait, comme on dit avant, des trous dans la raquette. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y en a plus beaucoup. Il faut simplement les mettre en œuvre et ça se fait. Une dernière question, parce qu'après je suis... Last question. Yes, the lady over there. Hi, thank you. My name is Simone, and I'm a student at American University. You've emphasized the importance of the collaboration between France and U.S. I'm curious to know how a possible means of mitigating any concerns should resources be reduced any further in cooperations that are currently going on. Comment est-ce qu'on peut faire plus? C'est la question. Oui.
Je trouve qu'aujourd'hui, la relation est d'un très très haut niveau. Il peut y avoir, entre le ministre de la Défense, au niveau de l'action militaire, au niveau de l'action du renseignement. Mon souhait, c'est que ce niveau-là puisse durer. Il n'y a absolument aucune allusion à la vie politique américaine, mais que ça dure. On arrivait à un tel niveau que déjà le préserver comme cela, ça serait pour la relation transatlantique une très bonne chose. Minister, we have to thank you for your candor and your very strong words. We feel France is in good hands, at least the French defense. It's not giving up, that's for sure. And thank you for coming to Brookings. We wish you a successful summit tomorrow, and we look forward to seeing you again at Brookings, in your capacity as minister or as president of the Brittany region. And the answers you didn't get are in the book.